fonce, quand on plante de nouvelles propriétés, on profite de remettre en état les murs. C'est toujours plus facile pour travailler quand il n'y a pas de cèpe. Voilà. Chaque année, on fait un bout. Et ici, en l'occurrence, c'est un secteur où il y a beaucoup de calcaire, beaucoup de petits cailloux. Les couvertines du sommet avaient poussé en avant, elles étaient toutes prêtes à tomber. On a profité, le restant du mur encore bon, on a profité pour rénover le sommet du mur. Et oui, ça fait partie de la vie du vigneron. On a un rythme à peu près de 7 à 8 semaines par année où on travaille dans les murs pour l'entretien. Après, ça dépend toujours un peu de la saison, en fonction de l'hiver, s'il y a eu beaucoup de précipitations et puis s'il y a plus de dégâts que certaines années. Quoi. Ouais, j'ai toujours, depuis que j'ai l'entreprise, maintenant il y a 35 ans que j'ai fondé le vignoble, j'ai toujours appris à m'occuper des murs. On était là avec ton grand-père. Oui, il y a mon grand-père qui m'a donné un peu la passion des murs. Lui, il en a fait, dans le secteur de Plan-Cisier, il en a fait des paquets de ces murs. Et puis, on est dans un vignoble comme ça, on aime ce vignoble et puis on essaye un petit peu de l'entretenir. C'est un peu c'est une réelle passion. C'est un respect du patrimoine et du paysage en fait. On travaille nos vignes grâce à ces murs. S'il n'y avait pas ces murs, ce serait beaucoup plus raide. Et puis, je pense que c'est intéressant au niveau de la qualité du paysage d'avoir ça enrichit le paysage, vraiment. Ça nous permet de travailler les vignes en coteaux et finalement les vignes en coteaux ont une meilleure exposition que les vignes qui sont sur en plaine. Donc là, qualitativement, pour moi, on fait un meilleur raisin, on produit un meilleur raisin dans les vignes en coteaux. Là, je ne sais pas si on peut parler de prix de revient, oui, on sait que ça nous coûte beaucoup plus cher que d'acheter un kilo de raisin. La seule chose, si on ne produisait pas nous-mêmes dans ces terrasses et tout, on n'arriverait pas avec les qualités de vin à laquelle nous arrivons aujourd'hui. Et si c'était aussi simple, on achèterait la vendange. Enfin, pour vivre de la vigne, on doit cultiver la vigne, donc lui donner un cadre. Alors après, j'estime que c'est un cadre qui est quand même assez respectueux de la pente. Ici, on est sur des plantations qui sont assez serrées, donc au niveau de l'herbe, on n'arrive pas trop à laisser de choses. Mais si tu vas un bout plus haut dans le vignoble, on a pu mécaniser une partie du vignoble. Mais il y a le vignoble, le talus qui est enherbé, donc ça veut dire qu'il y a environ 50% de la surface qui a de l'herbe. Donc on amène aussi des nouvelles choses et on ne retrouve plus que de la vigne comme il y a 20 ans en arrière. En gobelet, oui, on est obligé. Mais sur d'autres vignes, on essaye d'amener de la flore, un peu de faune aussi, en se disant que s'il y a des fleurs, il y a certains lézards qui vont venir habiter là, il y a des serpents, on voit de plus en plus d'insectes, des criquets, il y a des cigales, donc je pense qu'on revient en arrière pour certaines choses et on permet à de la faune et de la flore d'aussi s'établir dans le vignoble. Donc là on a de l'orpin, on l'appelle aussi raisin de souris. À l'époque, ma grand-maman elle me racontait qu'à l'époque il l'arrachait parce qu'il glissait dessus. Moi j'aime bien la garder parce que c'est une plante grasse qui n'est pas du tout concurrentielle pour la vigne. Et puis mis à part ça, elle tient bien le talus donc ça limite l'érosion. Donc là dans les gobelets, ils ont interdiction de la toucher et puis à certains endroits j'ai essayé de la ressemer mais c'est assez compliqué à ce qu'elle prenne. Un travail comme Gérald, depuis ses débuts, c'est le travail de la vigne, c'est le travail de toute l'année. Si on prend une vigne comme par exemple le Champortais, les gamets de Champortais, si on va montrer ça à des Bourguignons, ou bien à des Américains ou à des... les gens ils n'en reviennent pas parce que c'est des terrains qui sont excessivement difficiles à travailler et puis bien sûr que quand on prend millésime sur millésime, la délicatesse de tous les millésimes, ce qui peut se passer chez nous, Gérald est excessivement sévère
sur les quotas, quoi. Au niveau quantité de production et tout, quand j'ai commencé à produire, donc j'ai remanié des vignobles en 79-80, quand ça arrivait en production, à partir de 82-83, j'avais déjà commencé à pratiquer le dégrappage. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas de produire beaucoup de vin, c'était de produire un vin de qualité. J'ai toujours été axé là-dessus, parce que si on ne produit pas un vin de qualité dans un vignoble comme ça, on est mort rapidement. J'ai appris le métier avec les yeux. Ouais. C'est un autodidacte. Voilà. J'ai volé avec les yeux. On expliquait peu, puis quand on était gamin, on allait bosser. Et on apprenait vite. Que ce soit les cornalins, les syrahs et les rouges, il y a des extractions exceptionnelles. Il y a de la race, il y a de la matière, c'est des superstructures. Oui, c'est un travail excessivement sévère quoi, sur la vigne. Maintenant, la transmission du domaine, je pense que la petite Sarah, je pense qu'elle aura... Oui, ça sera une autre philosophie, elle aura peut-être une autre manière de travailler, mais je pense qu'elle sera sur la continuité de son père, parce que ça sera très difficile de faire mieux. Ça sera difficile que ce soit dans les blancs, dans les rouges. On ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné, ça ne marche pas. Moi j'ai une chance, c'est de me lever le matin et d'être motivée d'aller au travail parce que j'aime ce que je fais. Donc je pense qu'on a quand même une sécurité du travail dans le sens où on a une entreprise qui marche, qui est établie. Gérald et Patricia, ils ont toujours investi pour aller de l'avant. Donc on a un outil de travail qui est entretenu et qui marche, quoi. Et puis il y a une clientèle aussi qui est là et on y prend soin. Donc voilà, après si tu te reposes sur tes lauriers et puis tu te dis c'est bon, j'ai mes clients, j'ai pas besoin de bosser à côté, ça marche pas comme ça, quoi. Bon, c'est dur quand on monte des entreprises comme ça d'avoir des vacances précises. On s'octroie quelques jours, mais on bosse plutôt à 200 à l'heure. Mais que Sarah arrive, qu'il y ait de la jeunesse qui arrive, c'est super. On n'avait pas prévu au départ qu'il y ait des enfants qui arrivent, et puis ça s'est fait tout seul. Bon, on en est très content parce que c'est des entreprises qui ont de la valeur si on les exploite. Donc s'il y a de la jeunesse qui arrive, ils ont un outil de travail qui est là, qui est performant, et puis ils peuvent laisser un passage de leur vie dans ce vignoble, c'est magnifique. Et surtout, je reviens sur l'Hermitage, parce que pour sortir, j'espère qu'elle aura le privilège surtout de garder les vignes de son oncle, de son grand-oncle, Alexis. Ce qu'on a vu aujourd'hui, quand on prend ces vieux ermitages qui ont 60 ans, des pieds de vigne qui ont 70 ans, surtout ne pas défoncer, j'espère qu'ils garderont ces pieds. On passe à l'Hermitage 1999. Là, pour moi, on commence vraiment à venir sur des ermitages qui sont très intéressants. Pour moi, voilà, si je peux vous dire quelque chose, c'est un cépage. Peu de gens ont l'habitude de le déguster et ont envie d'en acheter parce qu'ils trouvent ça un peu compliqué à déguster. Mais finalement, on doit juste oublier, et je crois que c'est le meilleur exemple là, parce que vous imaginez un ermitage comme ça avec un plateau de fromage, c'est juste une tuerie. Il n'y a rien d'autre à dire. Avec une très très belle continuité, grande personnalité. Ça me fait plaisir ce qu'elle a dit, effectivement, l'Hermitage est un vin qui est difficile pour beaucoup, mais quand on s'habitue avec des produits comme ça, on se rend compte qu'on est sur des sommets, vraiment. Ça a montré que l'on a des vins qui tiennent le coup. Vouloir croire qu'un vin valaisan ne peut durer que 12 mois, puis après on doit passer au vin suivant parce qu'il est déjà vieux, c'est se dénigrer soi-même. On a des vins qui tiennent autant longtemps que les grands vins de France ou d'Italie. Et on passe à la petite Arvine 2005. Pour moi, on est sur une Arvine qui est plus intense, on est plus typé dans le sens qu'on attend d'une Arvine, vraiment ce côté glycine, un petit peu pamplemousse, rhubarbe confite, comme ça quand on sort le gâteau de la rhubarbe du four, on a ce côté un petit peu rhubarbe chaude. Et puis en bouche, elle est plus gourmande, elle est plus fraîche comme ça. C'est également la différence de millésime qui donne cette différence en bouche. Là, je trouve aussi que sur la différence de millésime, on est sur un millésime qui a donné une récolte un peu plus mûre. Alors si je trouve que là, avant, on était plus peut-être sur des agrumes de pamplemousse, là, on part effectivement peut-être un peu plus entre ananas, fruit de la passion, mangue, hein, c'est un petit peu plus marqué là-dessus. C'est très gourmand, c'est très attirant comme vin. En bouche, vous avez aussi plus de gras, plus de rondeur, donc c'est aussi plus charmeur. Vous avez un très très beau gras, mais pour moi pas de douceur. Et puis aussi toujours une belle densité finale. Ça reste bien
charnu jusqu'au bout de la persistance aromatique et gustative. Très très belle Arvine, on voit effectivement que ces Arvines ont vraiment un bon potentiel. Bonne santé, bonne suite.